Homais demanda la permission de garder son bonnet grec, de peur d'Écorisa. Puis, se tournant vers sa voisine. Madame, sans doute, est un peu lasse. On est si épouvantablement chaoté dans notre hirondelle. Il est vrai, répondit Emma, mais le dérangement m'amuse. Toujours, j'aime à changer de place. C'est une chose si maussade, soupira Leclerc, que de vivre cloué aux mêmes endroits. Si vous étiez comme moi, dit Charles, sans cesse obligé d'être à cheval. Mais, reprit Léon, s'adressant à Madame Bovary, rien n'est plus agréable, il me semble, quand on le peut, ajouta-t-il. Du reste, disait l'apothicaire, l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées, car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet, et, généralement, l'on paye assez bien, les cultivateurs étant aisés. Nous avons, sous le rapport médical, par les cas ordinaires d'entérite, bronchite, affection bilieuses, etc., de temps à autre quelques fièvres intermittentes à la moisson, mais, en somme, peu de choses graves, rien de spécial à noter, si ce n'est beaucoup d'humeur froide, et qui tiennent sans doute aux déplorables conditions hygiéniques de nos logements de paysans. Vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary, bien des entêtements de la routine, où se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science, car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, au curé, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le climat, pourtant, n'est point, à vrai dire, mauvais, et même nous comptons dans la commune quelques nonagénaires. Le thermomètre, j'en ai fait les observations, descend en hiver jusqu'à 4 degrés, et, dans la forte saison, touche 25, 30 centigrades tout au plus, ce qui nous donne 24 Réaumur au maximum, ou autrement 50. 4 Fahrenheit, mesure anglaise, pas davantage. Et, en effet, nous sommes abrités des vents du nord par la forêt d'Argueil d'une part, des vents d'ouest par la côte Saint-Jean de l'autre, et cette chaleur, cependant, qui à cause de la vapeur d'eau dégagée par la rivière, et la présence considérable de bestiaux dans les prairies, lesquels exhalent, comme vous savez, beaucoup d'ammoniac, c'est-à-dire azote, hydrogène et oxygène. Non, azote et hydrogène seulement, et qui, pompant à elle l'humus de la terre, confondant toutes ces émanations différentes, les réunissent en un faisceau, pour ainsi dire, et se combinant de soi-même avec l'électricité répandue dans l'atmosphère, lorsqu'il y en a, pour elle à longue, comme dans les pays tropicaux, engendré des miasmes insalubres. Cette chaleur, dis-je, se trouve justement tempérée du côté où elle vient, ou plutôt d'où elle viendrait, c'est-à-dire du côté sud, par les vents de sud. Et, lesquels, s'étant rafraîchis d'eux-mêmes en passant sur la Seine, nous arrivent quelquefois tout d'un coup, comme des brises de Russie. Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs? Continuait Madame Bovary parlant au jeune homme. Oh! Fort peu, répondit-il. Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là, et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. Je ne trouve rien d'admirable, comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer, surtout. Oh! J'adore la mer, dit monsieur Léon. Et puis ne vous semble-t-il pas, répliqua Madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme, et donne des idées d'infini, d'idéal? Il en est de même des paysages de montagne, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière, et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable, en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et, à 1000 pieds sous vous, des vallées entières, quand les nuages s'entr'ouvrent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelque site imposant. Vous faites de la musique? Demanda-t-elle.
Non, mais je l'aime beaucoup, répondit-il. Ah! Ne l'écoutez pas, Madame Bovary, interrompit Homais en se penchant sur son assiette, c'est modestie pure. Comment, mon cher? L'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez souligné l'ange. Gardien souligné à ravir. Je vous entendais du laboratoire, vous détachiez. Cela comme un acteur. Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage, sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements, on ne savait pas au juste la fortune du notaire, et il y avait la maison Tuvache, qui faisait beaucoup d'embarras. Emma reprit. Et quelle musique préférez-vous? Oh! La musique allemande, celle qui porte à rêver. Connaissez-vous les Italiens? Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine, quand j'irai habiter Paris, pour finir mon droit. C'est comme j'avais l'honneur, dit le pharmacien, de l'exprimer à monsieur votre époux, à propos de ce pauvre Yanoda qui s'est enfui, vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée, qui permet d'entrer et de sortir sans être vu. D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage, buanderie, cuisine avec office, salon de famille, fruitier, etc. C'était un gaillard, qui n'y regardait pas. Il s'était fait construire, au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle tout exprès pour boire de la bière en été, et si madame aime le jardinage, elle pourra. Ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles, elle aime mieux, quoiqu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre, à lire. C'est comme moi, répliqua Léon, quelle meilleure chose, en effet, que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle? N'est-ce pas? Dit-elle, en fixant sur lui ses grands yeux noirs, tout ouverts. On ne songe à rien, continuait-il, les heures passent. On se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages, il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume. C'est vrai, disait-elle. Vous est-il arrivé parfois, reprit Léon, de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié? J'ai éprouvé cela, répondit-elle. C'est pourquoi, dit-il, j'aime surtout les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose, et qu'ils font bien mieux pleurer. Cependant ils fatiguent à la longue, reprit Emma, et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent. Tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs. Et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature. En effet, observa Leclerc, ces ouvrages ne touchant pas le cœur, s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux, parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idées sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction, mais Yonville offre si peu de ressources. Comme Tost, sans doute, reprit Emma, aussi j'étais toujours abonné à un cabinet de lecture. Si madame veut me faire l'honneur d'en user, dit le pharmacien, qui venait d'entendre ces derniers mots, j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs, Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, l'écho des feuilletons, etc., et je reçois, de plus, différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen, quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neuchâtel, Yonville et les alentours. Depuis 2h30, on était à table, car la servante, Artémise, traînant nonchalamment, sur les carreaux ses savates de lisière,
apportait les assiettes les unes après les autres, oubliait tout, n'entendait rien et sans cesse laissait entrebâiller la porte du billard, qui battait contre le mur du bout de sa clenche. Sans qu'il s'en aperçût, tout en causant, Léon avait posé son pied sur un des barreaux de la chaise, où Madame Bovary était assise. Elle portait une petite cravate de soie bleue, qui tenait droit comme une fraise, un col de batiste tuyauté, et, selon les mouvements de tête qu'elle faisait, le bas de son visage s'enfonçait dans le linge ou en sortait avec douceur. C'est ainsi, l'un près de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien devisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations, où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. Spectacle de Paris, titre de roman, quadrille nouveau, et le monde qu'ils ne connaissaient pas, Tost où elle avait vécu, Yonville où ils étaient, ils examinèrent en tout, parlèrent de tout jusqu'à la fin du dîner. Quand le café fut servi, Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison, et les convives bientôt levèrent le siège. Madame Lefrançois dormait auprès des cendres, tandis que le garçon d'écurie, une lanterne à la main, attendait monsieur et madame Bovary pour les conduire chez eux. Sa chevelure rouge était entremêlée de brins de paille, et il boitait de la jambe gauche. Lorsqu'il eut pris de son autre main le parapluie de monsieur le curé, l'on se mit en marche. Le bourg était endormi. Les piliers des halles allongeaient de grandes ombres. La terre était toute grise, comme par une nuit d'été. Mais, la maison du médecin se trouvant à 50 pas de l'auberge, il fallut presque aussitôt se souhaiter le bonsoir, et la compagnie se dispersa. Emma, dès le vestibule, sentit tomber sur ses épaules, comme un linge humide, le froid du plâtre. Les murs étaient neufs, et les marches de bois craquèrent. Dans la chambre, au premier, un jour blanchâtre passait par les fenêtres sans rideaux. On entrevoyait des cimes d'arbres, et plus loin la prairie, à demi noyée dans le brouillard, qui fumait au clair de la lune, selon le cours de la rivière. Au milieu de l'appartement, pêle-mêle, il y avait des tiroirs de commode, des bouteilles, des tringles, des bâtons dorés, avec des matelas sur des chaises, et des cuvettes sur le parquet. Les deux hommes qui avaient apporté, les meubles ayant tout laissé là, négligemment. C'était la 4e fois qu'elle couchait dans un endroit inconnu. La première avait été le jour de son entrée au couvent, la seconde celle de son arrivée à Tostes, la 3e à la Vaubyessard, la 4e était celle-ci, et chacune s'était trouvée faire dans sa vie, comme l'inauguration d'une phase nouvelle. Elle ne croyait pas que les choses pussent représenter les mêmes à des places différentes, et, puisque la portion vécue avait été mauvaise, sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur. 3. Le lendemain, à son réveil, elle aperçut le clerc sur la place. Elle était en peignoir. Il leva la tête et la salua. Elle fit une inclination rapide, et referma la fenêtre. Léon attendit pendant tout le jour, que 6 heures du soir fussent arrivées, mais, en entrant à l'auberge, il ne trouva personne que Monsieur Binet, attablé. Ce dîner de la veille était pour lui un événement considérable. Jamais, jusqu'alors, il n'avait causé pendant 2 heures de suite avec une dame. Comment donc avoir pu lui exposer, et en un tel langage, quantité de choses qu'il n'aurait pas si bien dites auparavant? Il était timide d'habitude et gardait cette réserve, qui participe à la fois de la pudeur et de la dissimulation. On trouvait à Yonville qu'il avait des manières comme il faut. Il écoutait raisonner les gens mûrs, et ne paraissait point exalté en politique, chose remarquable pour un jeune homme. Puis il possédait des talents, il peignait à l'aquarelle, savait lire la clé de sol, et s'occupait volontiers de littérature après son dîner, quand il ne jouait pas aux cartes. M. Homais le considérait pour son instruction, Madame Homais l'affectionnait pour sa complaisance, car souvent il accompagnait au jardin les petits Homais, marmots toujours barbouillés, fort mal élevés et quelque peu lymphatiques, comme leur mère. Ils avaient pour les soigner, outre la bonne, Justin, l'élève en pharmacie, un arrière-cousin de Monsieur Homais que l'on avait pris dans la maison par charité, et qui servait en même temps de domestique. L'apothicaire se montra le meilleur des voisins. Il renseigna
Madame Bovary sur les fournisseurs, fit venir son marchand de cidre tout exprès, goûta la boisson lui-même, et veilla dans la cave à ce que la futaille fût bien placée, il indiqua encore la façon de s'y prendre pour avoir une provision de beurre à bon marché, et conclut un arrangement avec l'Estiboudois, le sacristain, qui, outre ses fonctions sacerdotales et mortuaires, soignait les principaux jardins d'Yonville à l'heure ou à l'année, selon le goût des personnes. Le besoin de s'occuper d'autrui ne poussait pas seul le pharmacien à tant de cordialité obséquieuse, et il y avait là de soins plans. Il avait enfreint la loi du 19 Ventose en 11, article 1er, qui défend à tout individu non porteur de diplôme l'exercice de la médecine, si bien que, sur des dénonciations ténébreuses, Homais avait été mandé à Rouen, près le procureur du roi, en son cabinet particulier. Le magistrat l'avait reçu debout, dans sa robe, hermine à l'épaule et toque en tête. C'était le matin, avant l'audience. On entendait dans le corridor passer les fortes bottes des gendarmes, et comme un bruit lointain de grosses serrures qui se fermaient. Les oreilles du pharmacien lui tintèrent à croire qu'il allait tomber d'un coup de sang, il entrevit des culs de base fausse, sa famille en pleurs, la pharmacie vendue, tous les bocaux disséminés, et il fut obligé d'entrer dans un café prendre un verre de rhum avec de l'eau de seltz, pour se remettre les esprits. Peu à peu, le souvenir de cette admonition s'affaiblit, et il continuait, comme autrefois, à donner des consultations anodines dans son arrière-boutique. Mais le maire lui en voulait, des confrères étaient jaloux, il fallait tout craindre, en s'attachant. Monsieur Bovary par des politesses, s'était gagné sa gratitude, et empêché qu'il ne parlât plus tard, s'il s'apercevait de quelque chose. Aussi, tous les matins, Homais lui apportait le journal, et, souvent, dans l'après-midi, quittait un instant la pharmacie pour aller chez l'officier de santé faire la conversation. Charles était triste, la clientèle n'arrivait pas. Il demeurait assis pendant de longues heures, sans parler, allait dormir dans son cabinet ou regarder coudre sa femme. Pour se distraire, il s'employa chez lui comme homme de peine, et même il essaya de peindre le grenier avec un reste de couleur que les peintres avaient laissé. Mais les affaires d'argent le préoccupaient. Il en avait tant dépensé pour les réparations de Tostes, pour les toilettes de madame et pour le déménagement, que toute la dot, plus de 3000 écus, s'était écoulée en 2 ans. Puis, que de choses endommagées ou perdues dans le transport de Tostes à Yonville, sans compter le curé de Plâtre, qui, tombant de la charrette à un chaos trop fort, s'était écrasé en 1000 morceaux sur le pavé de Quincampoix. Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que le terme en approchait, il la chérissait davantage. C'était un autre lien de la chair s'établissant et, comme le sentiment continu d'une union plus complexe. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre il la contemplait tout à l'aise et qu'elle prenait, assise, des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne se tenait plus, il se levait, il l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait petite maman, voulait la faire danser, et débitait, moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes, qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long, et il s'y attablait sur les 2 coudes avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Mais, ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés, elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume, et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village, sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit, et son affection, dès l'origine, en fut peut-être atténuée de quelque chose. Cependant, comme Charles, à tous les repas, parlait du marmot, bientôt elle y songea d'une façon plus continue. Elle souhaitait un fils, il serait fort et brun, elle l'appellerait Georges, et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche,
en espoir de toutes ses impuissances. Passé. Un homme, au moins, est libre, il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents, il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche, vers 6 heures, au soleil levant. C'est une fille, dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit. Presque aussitôt, Madame Homais accourut et l'embrassa, ainsi que la mère Lefrançois, du Lion d'Or. Le pharmacien, en homme discret, lui adressa seulement quelques félicitations provisoires, par la porte entrebâillée. Il voulut voir l'enfant, et le trouva bien conformé. Pendant sa convalescence, elle s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille. D'abord, elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons italiennes, telles que Clara, Louisa, Amanda, Atala. Elle aimait assez Galsuinde, plus encore Ise ou Léocadie. Charles désirait qu'on appelât l'enfant comme sa mère, Emma s'y opposait. On parcourut le calendrier d'un bout à l'autre, et l'on consulta les étrangers. Monsieur Léon, disait le pharmacien, avec qui j'en causais l'autre jour, s'étonne que vous ne choisissiez point Madeleine, qui est excessivement à la mode maintenant. Mais la mère Bovary se récria bien fort sur ce nom de pécheresse. Monsieur Homais, quant à lui, avait en prédilection tout ce qui rappelait un grand homme, un fait illustre ou une conception généreuse, et c'est dans ce système-là qu'il avait baptisé ses 4 enfants. Ainsi, Napoléon représentait la gloire et Franklin la liberté, Irma, peut-être, était une concession au romantisme, mais Athalie, un hommage au plus immortel chef-d'œuvre de la scène française. Car ses convictions philosophiques n'empêchaient pas ses admirations artistiques, le penseur chez lui n'étouffait point l'homme sensible, il savait établir des différences, faire la part de l'imagination et celle du fanatisme. De cette tragédie, par exemple, il blâmait les idées, mais il admirait le style, il maudissait la conception, mais il applaudissait à tous les détails, et s'exaspérait contre les personnages, en s'enthousiasmant de leurs discours. Lorsqu'il lisait les grands morceaux, il était transporté, mais, quand il songeait que les Quellotins en tiraient avantage pour leur boutique, il était désolé, et dans cette confusion de sentiments où il s'embarrassait, il aurait voulu tout à la fois pouvoir couronner Racine de ses 2 mains et discuter avec lui pendant un bon quart d'heure. Enfin, Emma se souvint qu'au château de la Vaubyessard elle avait entendu la marquise appeler Berthe une jeune femme. Dès lors ce nom-là fut choisi, et, comme le père Rouault ne pouvait venir, on prit à monsieur Homais d'être parrain. Il donna pour cadeau tous produits de son établissement, à savoir 6 boîtes de jujubes, un bocal entier de racaout, 3 coffins de pâte à la guimauve, et, de plus, 6 bâtons de sucre candi qu'il avait retrouvés dans un placard. Le soir de la cérémonie, il y eut un grand dîner, le curé s'y trouvait, on s'échauffa. Monsieur Homais, vers les liqueurs, entonna le Dieu des bonnes gens. Monsieur Léon chanta une barcarolle, et Madame Bovary mère, qui était la marraine, une romance du temps de l'Empire. Enfin Monsieur Bovary père, exigea que l'on descendît l'enfant, et se mit à le baptiser, avec un verre de champagne qu'il lui versait de haut sur la tête. Cette dérision du premier des sacrements indigna l'abbé Bournisien. Le père Bovary répondit par une citation de la Souligne guerre des dieux soulignée. Le curé voulut partir, les dames suppliaient, Homais s'interposa, et l'on parvint à faire rasseoir l'ecclésiastique, qui reprit tranquillement, dans sa soucoupe, sa demi-tasse de café à moitié bu. Monsieur Bovary père resta encore un mois à Yonville, dont il éblouit les habitants par un superbe bonnet de police à galons d'argent, qu'il portait le matin, pour fumer sa pipe sur la place. Ayant aussi l'habitude de boire beaucoup d'eau de vie, souvent il envoyait la servante au Lion d'Or lui en acheter une bouteille, que l'on inscrivait au compte de son fils, et il usa, pour parfumer ses foulards, toute la provision d'eau de Cologne qu'avait sa bru. Celle-ci ne se déplaisait point dans sa compagnie. Il avait couru
Le Monde. Il parlait de Berlin, de Vienne, de Strasbourg, de son temps d'officier, des maîtresses qu'il avait eues, des grands déjeuners qu'il avait faits, puis il se montrait aimable, et, parfois même, soit dans l'escalier ou au jardin, il lui saisissait la taille en s'écriant: Charles, prends garde à toi. Alors la mère Bovary s'effraya pour le bonheur de son fils, et, craignant que son époux, à la longue, n'eût une influence immorale sur les idées de la jeune femme, elle se hâta de presser le départ. Peut-être avait-elle des inquiétudes plus sérieuses. Monsieur Bovary était homme à ne rien respecter. Un jour, Emma fut prise tout à coup du besoin de voir sa petite fille, qui avait été mise en nourrice, chez la femme du menuisier, et, sans regarder à l'almanach, si les 6 semaines de la Vierge duraient encore, elle s'achemina vers la demeure de relais, qui se trouvait à l'extrémité du village, au bas de la côte, entre la grande route et les prairies. Il était midi, les maisons avaient leurs volets fermés, et les toits d'ardoise, qui reluisaient sous la lumière âpre du ciel bleu, semblaient à la crête de leurs pignons faire pétiller des étincelles. Un vent lourd soufflait. Emma se sentait faible en marchant, les cailloux du trottoir la blessaient, elle hésita si elle ne s'en retournerait pas chez elle, ou entrerait quelque part pour s'asseoir. À ce moment, Monsieur Léon sortit d'une porte voisine avec une liasse de papier sous son bras. Il vint la saluer et se mit à l'ombre, devant la boutique de l'heureux, sous la tente grise qui avançait. Madame Bovary dit qu'elle allait voir son enfant, mais qu'elle commençait à être lasse. Si, reprit Léon, n'osant poursuivre. Avez-vous affaire quelque part? Demanda-t-elle. Et, sur la réponse du clerc, elle le pria de l'accompagner. Dès le soir, cela fut connu dans Zillionville, et Madame Tuvache, la femme du maire, déclara devant sa servante, que Madame Bovary se compromettait. Pour arriver chez la nourrice il fallait, après la rue, tourner à gauche, comme pour gagner le cimetière, et suivre, entre des maisonnettes et des cours, un petit sentier que bordaient des troènes. Ils étaient en fleurs et les véroniques aussi, les églantiers, les orties, et les ronces légères qui s'élançaient des buissons. Par le trou des haies, on apercevait, dans les masures, quelques pourceaux sur un fumier, ou des vaches embricolées, frottant leurs cornes contre le tronc des arbres. Tous les deux, côte à côte, ils marchaient doucement, elle s'appuyant sur lui, lui retenant son pas qu'il mesurait sur les siens. Devant eux, un essaim de mouches voltigeait, en bourdonnant dans l'air chaud. Ils reconnurent la maison à un vieux noyer qui l'ombrageait. Basse et couverte de tuiles brunes, elle avait en dehors, sous la lucarne de son grenier, un chapelet d'oignons suspendus. Des bourrées, debout contre la clôture d'épines, entouraient un carré de laitue, quelques pieds de lavande, et des pots à fleurs montés sur des rames. De l'eau sale coulait en s'éparpillant sur l'herbe, et il y avait tout autour plusieurs guenilles indistinctes, des bas de tricot, une camisole d'indienne rouge, et un grand drap de toile épaisse étalé en long sur la haie. Au bruit de la barrière, la nourrice parut, tenant sur son bras un enfant qui tétait. Elle tirait de l'autre main un pauvre marmot chétif, couvert de scrofules au visage, le fils d'un bonnetier de Rouen, que ses parents trop occupés de leur négoce, laissaient à la campagne. Entrez, dit-elle, votre petite est là qui dort. La chambre, au rez-de-chaussée, la seule du logis, avait au fond, contre la muraille un large lit sans rideau, tandis que le pétrin occupait le côté de la fenêtre, dont une vitre était raccommodée, avec un soleil de papier bleu. Dans l'angle, derrière la porte, des brodequins à clous luisants, étaient rangés sous la dalle du lavoir, près d'une bouteille pleine d'huile qui portait une plume. À son goulot, un Mathieu Landsberg traînait sur la cheminée poudreuse, parmi des pierres à fusil, des bouts de chandelle et des morceaux d'amadou. Enfin la dernière superfluité de cet appartement était une renommée soufflant dans des trompettes, image découpée sans doute à même quelque prospectus de parfumerie, et que 6 pointes à sabot clouaient au mur. L'enfant d'Emma dormait à terre, dans un berceau d'osier. Elle l'a pris avec la couverture qui l'enveloppait, et se mit à chanter, doucement en se dandinant. Léon se promenait dans la chambre, il lui semblait étrange de voir cette belle dame en robe de nankin, tout au milieu de cette misère.
Madame Bovary devint rouge, il se détourna, croyant que ses yeux peut-être avaient eu quelque impertinence. Puis elle recoucha la petite, qui venait de vomir sur sa collerette. La nourrice aussitôt vint l'essuyer, protestant qu'il n'y paraîtrait pas. Elle m'en fait bien d'autres, disait-elle, et je ne suis occupée qu'elle la rincère continuellement. Si vous aviez donc la complaisance de commander à Camus l'épicier, qu'il me laisse prendre un peu de savon lorsqu'il m'en faut, ce serait même plus commode pour vous, que je ne dérangerais pas. C'est bien, dit Emma. Au revoir, mère Rollet. Et elle sortit, en essuyant ses pieds sur le seuil. La bonne femme l'accompagna, jusqu'au bout de la cour, tout en parlant du mal qu'elle avait, à se relever la nuit. J'en suis si rompu quelquefois, que je m'endors sur ma chaise, aussi, vous devriez pour le moins me donner une petite livre de café moulu qui me ferait un mois, et que je prendrais le matin avec du lait. Après avoir subi ces remerciements, Madame Bovary s'en alla, et elle était quelque peu avancée dans le sentier, lorsqu'à un bruit de sabots elle tourna la tête, c'était la nourrice. Qu'y a-t-il? Alors la paysanne, l'attirant à l'écart, derrière un orme, se mit à lui parler de son mari, qui, avec son métier est si franc parent que le capitaine. Achevez plus vite, dit Emma. Eh bien, reprit la nourrice poussant des soupirs entre chaque mot, j'ai peur qu'il ne se fasse une tristesse de me voir prendre du café toute seule, vous savez, les hommes. Puisque vous en aurez, répétait Emma, je vous en donnerai. Vous m'ennuyez. Hélas, ma pauvre chère dame, c'est qu'il a, par suite de ses blessures, des crampes terribles à la poitrine. Il dit même que le cidre l'affaiblit. Mais dépêchez-vous, mère Rollet. Donc, reprit celle-ci faisant une révérence, si ce n'était pas trop vous demander. Elle salua encore une fois, quand vous voudrez, et son regard suppliait, un cruchon d'eau de vie, dit-elle enfin, et j'en frotterai les pieds de votre petite, qui les a tendres comme la langue. Débarrassée de la nourrice, Emma reprit le bras de Monsieur Léon. Elle marcha rapidement pendant quelque temps, puis elle se ralentit, et son regard qu'elle promenait devant elle rencontra l'épaule du jeune homme, dont la redingote avait un collet de velours noir. Ses cheveux châtains tombaient dessus, plats et bien peignés. Elle remarqua ses ongles, qui étaient plus longs qu'on ne les portait à Yonville. C'était une des grandes occupations du clerc que de les entretenir, et il gardait, à cet usage, un canif tout particulier. Dans son écritoire. Ils s'en revinrent à Yonville en suivant le bord de l'eau. Dans la saison chaude, la berge plus élargie découvrait jusqu'à leur base les murs des jardins, qui avaient un escalier de quelques marches descendant à la rivière. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à l'œil, de grandes herbes minces s'y courbaient ensemble, selon le courant qui les poussait, et, comme des chevelures vertes abandonnées s'étalaient dans sa limpidité. Quelquefois, à la pointe des joncs ou sur la feuille des nénuphars, un insecte à pattes fines, marchait ou se posait. Le soleil traversait d'un rayon les petits globules bleus des ondes, qui se succédaient en se crevant, les vieux saulets branchés miraient dans l'eau leur écorce grise. Au-delà, tout alentour, la prairie semblait vide. C'était l'heure du dîner dans les fermes, et la jeune femme et son compagnon n'entendaient en marchant que la cadence de leurs pas, sur la terre du sentier, les paroles qu'ils se disaient, et le frôlement de la robe d'Emma qui bruissait tout autour d'elle. Les murs des jardins, garnis à leurs chaperons de morceaux de bouteilles, étaient chauds comme le vitrage d'une serre. Dans les briques, des ravenelles avaient poussé, et, du bord de son ombrelle déployée, Madame Bovary, tout en passant, faisait s'égrener en poussière jaune un peu de leurs fleurs flétries, ou bien quelques branches des chèvrefeuilles et des clématites qui pendaient en dehors traînaient un moment sur la soie, en s'accrochant aux effilés. Il causait d'une troupe de danseurs espagnols, que l'on attendait bientôt sur le théâtre de Rouen. Vous irez? Demanda-t-elle. Si je le peux, répondit-il. N'avaient-ils rien autre chose à se dire? Leurs yeux pourtant étaient pleins d'une causerie plus sérieuse, et, tandis qu'ils s'efforçaient à trouver des phrases banales,
ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux, c'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité nouvelle, il ne songeait pas à s'en raconter la sensation, ou à en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui les précède leur mollesse natale, une brise parfumée, et l'on s'assoupit dans cet enivrement sans même s'inquiéter de l'horizon, que l'on n'aperçoit pas. La terre, à un endroit, se trouvait effondrée par le pas des bestiaux, il fallut marcher sur de grosses pierres vertes, espacées dans la boue. Souvent elle s'arrêtait une minute à regarder où posait sa bottine, et, chancelant sur le caillou qui tremblait, les coudes en l'air, la taille penchée, l'œil indécis, elle riait alors, de peur de tomber dans les flaques d'eau. Quand ils furent arrivés devant son jardin, Madame Bovary poussa la petite barrière, monta les marches en courant et disparut. Léon rentra à son étude. Le patron était absent, il jeta un coup d'œil sur les dossiers, puis se tailla une plume, prit enfin son chapeau et s'en alla. Il alla sur la pâture, au haut de la côte d'Argueil, à l'entrée de la forêt, il se coucha par terre sous les sapins, et regarda le ciel à travers ses doigts. Comme je m'ennuie, se disait-il, comme je m'ennuie. Il se trouvait à plaindre de vivre dans ce village, avec Homais pour ami et Monsieur Guillaumin pour maître. Ce dernier, tout occupé d'affaires, portant des lunettes à branches d'or et favoris rouges sur cravate blanche, n'entendait rien aux délicatesses de l'esprit, quoiqu'il affectât un genre raide et anglais qui avait ébloui le clerc dans les premiers temps. Quant à la femme du pharmacien, c'était la meilleure épouse de Normandie, douce comme un mouton, chérissant ses enfants, son père, sa mère, ses cousins, pleurant aux maux d'autrui, laissant tout aller dans son ménage, et détestant les corsets, mais si lente à se mouvoir, si ennuyeuse à écouter, d'un aspect si commun, et d'une conversation si restreinte, qu'il n'avait jamais songé, quoiqu'elle eût 30 ans, qu'il en eût 20, qu'ils couchassent porte à porte, et qu'il lui parlât chaque jour, qu'elle pût être une femme pour quelqu'un, ni qu'elle possédât de son sexe autre chose que la robe. Et ensuite, qu'y avait-il? Binet, quelques marchands, 2 ou 3 cabaretiers, le curé, et enfin Monsieur Tuvache, le maire, avec ses 2 fils, Jean Cossu, Bru, obtus, cultivant leurs terres eux-mêmes, faisant des ripailles en famille, Thévaux d'ailleurs, et d'une société tout à fait insupportable. Mais, sur le fond commun de tous ces visages humains, la figure des masses détachées isolées et plus lointaines cependant, car il sentait entre elle et lui comme de vagues abîmes. Au commencement, il était venu chez elle plusieurs fois dans la compagnie du pharmacien, Charles n'avait point paru extrêmement curieux de le recevoir, et Léon ne savait comment s'y prendre. Entre la peur d'être indiscret, et le désir d'une intimité qu'il estimait presque impossible. 4. Dès les premiers froids, Emma quitta sa chambre pour habiter la salle, longue pièce à plafond bas où il y avait, sur la cheminée, un polypied touffu s'étalant contre la glace. Assise dans son fauteuil, près de la fenêtre, elle voyait passer les gens du village sur le trottoir. Léon, 2 fois par jour, allait de son étude au Lion d'Or. Emma, de loin, l'entendait venir, elle se penchait en écoutant, et le jeune homme glissait derrière le rideau, toujours vêtu de même façon et sans détourner la tête. Mais au crépuscule, lorsque, le menton dans sa main gauche, elle avait abandonné sur ses genoux sa tapisserie commencée, souvent elle tressaillait à l'apparition de cette ombre glissant tout à coup. Elle se levait et commandait qu'on mît le couvert. Un moment arrivait pendant le dîner. Bonnet grec à la main, il entrait à pas muet, pour ne déranger personne et toujours en répétant la même phrase. Bonsoir la compagnie. Puis, quand il s'était posé à sa place, contre la table, entre les 2 époux, il demandait au médecin des nouvelles de ses malades, et celui-ci le consultait sur la probabilité des honoraires. Ensuite, on causait de ce qu'il y avait dans le journal. Homais, à cette heure-là, le savait presque par cœur, et il le rapportait intégralement, avec les réflexions du journaliste et toutes les histoires des
catastrophe individuelle arrivée en France ou à l'étranger. Mais, le sujet se tarissant, il ne tardait pas à lancer quelques observations sur les mets qu'il voyait. Parfois même, se levant à demi, il indiquait délicatement à madame le morceau le plus tendre, ou, se tournant vers la bonne, lui adressait des conseils. Pour la manipulation des ragoûts, et l'hygiène des assaisonnements, il parlait arôme, osmasome, suc et gélatine d'une façon à éblouir. La tête d'ailleurs plus remplie de recettes que sa pharmacie ne l'était de bocaux, Homais excellait à faire quantité de confitures, vinaigre et liqueurs douces, et il connaissait aussi toutes les inventions nouvelles de caléfacteurs économiques, avec l'art de conserver les fromages et de soigner les vins malades. À 8 heures, Justin venait le chercher pour fermer la pharmacie. Alors monsieur Homais le regardait d'un œil narquois, surtout si Félicité se trouvait là, s'étant aperçu que son élève affectionnait la maison du médecin. Mon gaillard, disait-il, commence à avoir des idées, et je crois, diable m'emporte, qu'il est amoureux de votre bonne. Mais un défaut plus grave, et qu'il lui reprochait, c'était d'écouter continuellement les conversations. Le dimanche, par exemple, on ne pouvait le faire sortir du salon, où madame Homais l'avait appelé pour prendre les enfants, qui s'endormaient dans les fauteuils, en tirant avec leur dos les housses de calicot, trop larges. Il ne venait pas grand monde à ces soirées du pharmacien, sa médisance et ses opinions politiques, ayant écarté de lui successivement différentes personnes respectables. Le clerc ne manquait pas de s'y trouver. Dès qu'il entendait la sonnette, il courait au-devant de madame Bovary, prenait son châle, et posait à l'écart, sous le bureau de la pharmacie, les grosses pantoufles de lisière qu'elle portait sur sa chaussure, quand il y avait de la neige. On faisait d'abord quelques parties de 31, ensuite. Monsieur Ornay jouait à l'écarté avec Emma, Léon, derrière elle, lui donnait des avis. Debout et les mains sur le dossier de sa chaise, il regardait les dents de son peigne, qui mordait son chignon. Ah! Chaque mouvement qu'elle faisait pour jeter les cartes, sa robe du côté droit remontait. De ses cheveux retroussés, il descendait une couleur brune sur son dos, et qui, s'apâlissant graduellement, peu à peu se perdait dans l'ombre. Son vêtement, ensuite, retombait des deux côtés sur le siège, en bouffant, plein de plis, et s'étalait jusqu'à terre. Quand Léon parfois sentait la semelle de sa botte poser dessus, il s'écartait, comme s'il eût marché sur quelqu'un. Lorsque la partie de cartes était finie, l'apothicaire et le médecin jouaient au domino, et Emma, changeant de place, s'accoudait sur la table, à feuilleter l'illustration. Elle avait apporté son journal de mode. Léon se mettait près d'elle, ils regardaient ensemble les gravures, et s'attendaient au bas des pages. Souvent elle le priait de lui lire des vers, Léon les déclamait d'une voix traînante, et qu'il faisait expirer soigneusement au passage d'amour. Mais le bruit des dominos le contrariait, monsieur Homais était fort, il battait Charles à plein double 6. Puis, les 300 terminés, ils s'allongeaient tous deux devant le foyer et ne tardaient pas à s'endormir. Le feu se mourait dans les cendres, la théière était vide, Léon lisait encore. Emma l'écoutait, en faisant tourner machinalement l'abat-jour de la lampe, où était peint sur la gaz des pierrots dans des voitures et des danseuses de cordes, avec leurs balanciers. Léon s'arrêtait, désignant d'un geste son auditoire endormi, alors ils se parlaient à voix basse, et la conversation qu'ils avaient leur semblait plus douce, parce qu'elle n'était pas entendue. Ainsi s'établit entre eux une sorte d'association, un commerce continuel de livres et de romances. Monsieur Bovary, peu jaloux, ne s'en étonnait pas. Il reçut pour sa fête une belle tête phrénologique, toute marquetée de chiffres jusqu'au thorax et peinte en bleu. C'était une attention du clerc. Et il en avait bien d'autres, jusqu'à lui faire, à Rouen, ses commissions, et le livre d'un romancier ayant mis à la mode la manie des plantes grasses, Léon en achetait pour madame, qu'il rapportait sur ses genoux, dans l'hirondelle, tout en se piquant les doigts à leurs poils durs. Elle fit ajuster, contre sa croisée, une planchette à balustrade pour tenir ses potiches. Le clerc eut aussi son jardinet suspendu, il s'apercevait soignant leurs fleurs à leurs fenêtres.
Parmi les fenêtres du village, il y en avait une encore plus souvent occupée, car, le dimanche, depuis le matin jusqu'à la nuit, et chaque après-midi, si le temps était clair, on voyait à la lucarne d'un grenier le profil maigre de Monsieur Binet penché sur son tour, dont le ronflement monotone s'entendait jusqu'au lion d'or. Un soir, en rentrant, Léon trouva dans sa chambre un tapis de velours et de laine avec des feuillages sur fond pâle. Il appela Madame Homais, M. Homais, Justin, les enfants, la cuisinière. Il en parla à son patron. Tout le monde désira connaître ce tapis. Pourquoi la femme du médecin faisait-elle au clair des générosités? Cela parut drôle, et l'on pensa définitivement qu'elle devait être sa bonne amie. Il le donnait à croire, tant il vous entretenait sans cesse de ses charmes et de son esprit, si bien que Binet lui répondit une fois, fort brutalement: que m'importe, à moi, puisque je ne suis pas de sa société. Il se torturait à découvrir par quel moyen lui faire sa déclaration et, toujours hésitant entre la crainte de lui déplaire et la honte d'être si pusillanime, il en pleurait de découragement et de désir. Puis il prenait des décisions énergiques, il écrivait des lettres qu'il déchirait, s'ajournait à des époques qu'il reculait. Souvent il se mettait en marche, dans le projet de tout oser, mais cette résolution l'abandonnait bien vite en la présence d'Emma, et, quand Charles, survenant, l'invitait à monter dans son boc, pour aller voir ensemble quelque malade aux environs, il acceptait aussitôt, saluait madame et s'en allait. Son mari, n'était-ce pas quelque chose d'elle? Quant à Emma, elle ne s'interrogea point pour savoir si elle l'aimait. L'amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup, avec de grands éclats et des fulgurations, ouragans des cieux qui tombent sur la vie, la bouleversent, arrachent les volontés comme des feuilles et emportent à l'abîme le cœur entier. Elle ne savait pas que, sur la terrasse des maisons, la pluie fait des lacs quand les gouttières sont bouchées, et elle fut ainsi demeurée en sa sécurité, lorsqu'elle découvrit subitement une lézarde dans le mur. Ce fut un dimanche de février, une après-midi qui neigeait. Ils étaient tous, M. et Madame Bovary, Homais et Monsieur Léon, partis voir, à une demi-lieue d'Yonville, dans la vallée, une filature de lin que l'on établissait. L'apothicaire avait emmené avec lui Napoléon et Athalie, pour leur faire de l'exercice, et Justin les accompagnait, portant des parapluies sur son épaule. Rien pourtant n'était moins curieux que cette curiosité, un grand espace de terrain vide, où se trouvaient pêle-mêle, entre des tas de sable et de cailloux, quelques roues d'engrenage déjà rouillées, entouraient un long bâtiment quadrangulaire que perçaient quantité de petites fenêtres. Il n'était pas achevé d'être bâti, et l'on voyait le ciel à travers les lambourdes de la toiture. Attaché à la poutrelle du pignon, un bouquet de paille entremêlé. Des pis faisaient claquer au vent ses rubans tricolores. Homais parlait. Il expliquait à la compagnie l'importance future de cet établissement, supputait la force des planchers, l'épaisseur des murailles, et regrettait beaucoup de n'avoir pas de canne métrique, comme Monsieur Binet en possédait une pour son usage particulier. Emma, qui lui donnait le bras, s'appuyait un peu sur son épaule, et elle regardait le disque du soleil radiant au loin, dans la brume, sa pâleur éblouissante, mais elle tourna la tête. Charles était là. Il avait sa casquette enfoncée sur ses sourcils, et ses deux grosses lèvres tremblotaient, ce qui ajoutait à son visage quelque chose de stupide. Son dos même, son dos tranquille était irritant à voir, et elle y trouvait étalée sur la redingote toute la platitude du personnage. Pendant qu'elle le considérait, goûtant ainsi dans son irritation une sorte de volupté dépravée, Léon s'avança d'un pas. Le froid qui les pâlissait semblait déposer sur sa figure une langueur plus douce, entre sa cravate et son cou, le col de la chemise, un peu lâche, laissait voir la peau, un bout d'oreille dépassait sous une mèche de cheveux, et son grand œil bleu, levé vers les nuages, parut à Emma plus limpide, et plus beau que ces lacs des montagnes, où le ciel se mire. Malheureux! S'écria tout à coup l'apothicaire. Et il courut à son fils, qui venait de se précipiter dans un tas de chaux pour peindre ses souliers en blanc. Aux reproches dont on l'accablait, Napoléon se prit à pousser des hurlements, tandis que
Justin lui essuyait ses chaussures, avec un torchis de paille. Mais il eût fallu un couteau, Charles offrit le sien. Ah, se dit-elle, il porte un couteau dans sa poche, comme un paysan. Le givre tombait, et l'on s'en retourna vers Yonville. Madame Bovary, le soir, n'alla pas chez ses voisins, et, quand Charles fut parti, lorsqu'elle se sentit seule, le parallèle recommença dans la netteté d'une sensation presque immédiatée. Avec cet allongement de perspective, que le souvenir donne au objet. Regardant de son lit le feu clair qui brûlait, elle voyait encore, comme là-bas, Léon debout, faisant plier d'une main sa badine et tenant de l'autre Athalie, qui suçait tranquillement un morceau de glace. Elle le trouvait charmant, elle ne pouvait s'en détacher, elle se rappela ses autres attitudes en d'autres jours, des phrases qu'il avait dites, le son de sa voix, toute sa personne, et elle répétait, en avançant ses lèvres comme pour un baiser. Oui, charmant, charmant. N'aime-t-il pas? Se demanda-t-elle. Qui donc? Mais c'est moi. Toutes les preuves à la fois s'en étalèrent, son cœur bondit. La flamme de la cheminée faisait trembler au plafond une clarté joyeuse, elle se tourna sur le dos en s'étirant les bras. Alors commença l'éternelle lamentation. Oh! Si le ciel l'avait voulu. Pourquoi n'est-ce pas? Qui empêchait donc? Quand Charles, à minuit, rentra, elle eut l'air de s'éveiller, et, comme il fit du bruit en se déshabillant, elle se plaignit de la migraine, puis demanda nonchalamment ce qui s'était passé dans la soirée. Monsieur Léon, dit-il, est remonté de bonne heure. Elle ne put s'empêcher de sourire, et elle s'endormit l'âme remplie d'un enchantement nouveau. Le lendemain, à la nuit tombante, elle reçut la visite du sieur Lheureux, marchand de nouveautés. C'était un homme habile que ce boutiquier. Né gascon, mais devenu normand, il doublait sa faconde méridionale de cautèle cauchoise. Sa figure grasse, molle et sans barbe, semblait teinte par une décoction de réglisse claire, et sa chevelure blanche rendait plus vif encore l'éclat de ses petits yeux noirs. On ignorait ce qu'il avait été jadis. Porte-balle, disaient les uns, banquier à rouleau, selon les autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faisait, de tête, des calculs compliqués, à effrayer Binet lui-même. Poli jusqu'à l'obséquiosité, il se tenait toujours les reins à demi courbés, dans la position de quelqu'un qui salue ou qui invite. Après avoir laissé à la porte son chapeau garni d'un crêpe, il posa sur la table un carton vert, et commença par se plaindre à Madame, avec force civilité, d'être resté jusqu'à ce jour sans obtenir sa confiance. Une pauvre boutique comme la sienne n'était pas faite pour attirer une élégante, il appuya sur le mot. Elle n'avait pourtant qu'à commander, et il se chargerait de lui fournir ce qu'elle voudrait, tant en mercerie que lingerie, bonnetterie ou nouveauté, car il allait à la ville 4 fois par mois, régulièrement. Il était en relation avec les plus fortes maisons. On pouvait parler de lui aux 3 frères, à la Barbe d'Or ou au Grand Sauvage, tous ces messieurs le connaissaient comme leur poche. Aujourd'hui donc, il venait montrer à Madame, en passant, différents articles qu'il se trouvait avoir, grâce à une occasion des plus rares. Et il retira de la boîte une demi-douzaine de cols brodés. Madame Bovary les examina. Je n'ai besoin de rien, dit-elle. Alors monsieur Lheureux exhiba délicatement 3 écharpes algériennes, plusieurs paquets d'aiguilles anglaises, une paire de pantoufles en paille, et, enfin, 4 coquetiers en coco, ciselés à jour par des forçats. Puis, les 2 mains sur la table, le cou tendu, la taille penchée, il suivait, bouche béante, le regard d'Emma, qui se promenait indécis, parmi ces marchandises. De temps à autre, comme pour en chasser la poussière, il donnait un coup d'ongle sur la soie des écharpes, dépliées, dans toute leur longueur, et elle frémissait avec un bruit léger, en faisant, à la lumière verdâtre du crépuscule, scintiller, comme de petites étoiles, les paillettes d'or de leur tissu. Combien coûte-t-elle? Tire une misère, répondit-il, une misère, mais rien ne presse, quand vous voudrez, nous ne sommes pas des juifs. Elle réfléchit quelques instants, et finit encore, par remercier Monsieur Lheureux,
qui répliqua sans s'émouvoir. Eh bien, nous nous entendrons plus tard, avec les dames je me suis toujours arrangé, si ce n'est avec la mienne, cependant. Emma sourit. C'était pour vous dire, reprit-il d'un air bonhomme après ça. Plaisanterie, que ce n'est pas l'argent qui m'inquiète. Je vous en donnerais, s'il le fallait. Elle eut un geste de surprise. Ah, fit-il vivement et à voix basse, je n'aurais pas besoin d'aller loin pour vous en trouver, comptez-y. Et il se mit à demander des nouvelles du père Tellier, le maître du café français, que M. Bovary soignait alors. Qu'est-ce qu'il a donc, le père Tellier? Il tousse qu'il en secoue toute sa maison, et j'ai bien peur que prochainement il ne lui faille plutôt un paletot de sapin, qu'une camisole de flanelle. Il a fait tant de bamboches quand il était jeune. Ces gens-là, madame, n'avaient pas le moindre ordre. Il s'est calciné avec l'eau de vie. Mais c'est fâcheux tout de même de voir une connaissance s'en aller. Et, tandis qu'il rebouclait son carton, il discourait ainsi sur la clientèle du médecin. C'est le temps, sans doute, dit-il en regardant les carreaux, avec une figure rechignée, qui est la cause de ces maladies-là. Moi aussi, je ne me sens pas en mon assiette, il faudra même un de ces jours que je vienne consulter monsieur, pour une douleur que j'ai dans le dos. Enfin, au revoir, Madame Bovary, à votre disposition, serviteur très humble. Et il referma la porte doucement. Emma se fit servir à dîner dans sa chambre, au coin du feu, sur un plateau. Elle fut longue à manger, tout lui sembla bon. Comme j'ai été sage, se disait-elle en songeant aux écharpes. Elle entendit des pas dans l'escalier, c'était Léon. Elle se leva, et prit sur la commode, parmi des torchons à ourler, le premier de la pile. Elle semblait fort occupée quand il parut. La conversation fut languissante, Madame Bovary l'abandonnant à chaque minute, tandis qu'il demeurait lui-même comme tout embarrassé. Assis sur une chaise basse, près de la cheminée, il faisait tourner dans ses doigts l'étui d'ivoire, elle poussait son aiguille, ou, de temps à autre, avec son ongle, fronçait les plis de la toile. Elle ne parlait pas, il se taisait, captivé par son silence, comme il l'eût été par ses paroles. Pauvre garçon, pensait-elle. En quoi lui déplais-je? Se demandait-il. Léon, cependant, finit par dire qu'il devait, un de ces jours, aller à Rouen, pour une affaire de son étude. Votre abonnement de musique est terminé, dois-je le reprendre? Non, répondit-elle. Pourquoi? Parce que... Et, pinçant ses lèvres, elle tira lentement une longue aiguillée de fil gris. Cet ouvrage irritait Léon. Les doigts d'Emma semblaient si écorchés par le bout, il lui vint en tête une phrase galante, mais qu'il ne risqua pas. Vous l'abandonnez donc? Reprit-il. Quoi? Dit-elle vivement, la musique? Ah! Mon Dieu, oui. N'ai-je pas ma maison à tenir, mon mari à soigner, 1000 choses enfin, bien des devoirs qui passent auparavant. Elle regarda la pendule. Charles était en retard. Alors elle fit la soucieuse. 2 ou 3 fois même elle répéta. Il est si bon. Le clerc affectionnait Monsieur Bovary. Mais cette tendresse à son endroit l'étonna d'une façon désagréable. Néanmoins il continua son éloge, qu'il entendait faire à chacun, disait-il, et surtout au pharmacien. Ah! C'est un brave homme, reprit Emma. Certes, reprit le clerc. Et il se mit à parler de Madame Homais, dont la tenue fort négligée leur apprêtait ordinairement. Qu'est-ce que cela fait? Interrompit Emma. Une bonne mère de famille ne s'inquiète pas de sa toilette. Puis elle retomba dans son silence. Il en fut de même les jours suivants, ses discours, ses manières, tout changea. On la vit prendre à cœur son ménage, retourner à l'église régulièrement et tenir sa servante, avec plus de sévérité. Elle retira Berthe de nourrice. Félicité l'amenait quand il venait des visites, et Madame Bovary la déshabillait afin de faire voir ses membres. Elle déclarait adorer les enfants, c'était sa consolation, sa joie, sa folie, et elle accompagnait ses caresses d'expansion lyrique, qui,
à d'autres qu'à des Yonvillais, eussent rappelé la sachette de Notre-Dame de Paris. Quand Charles rentrait, il trouvait auprès des cendres ses pantoufles à chauffer. Ses gilets maintenant ne manquaient plus de doublure, ni ses chemises de boutons, et même il y avait plaisir à considérer dans l'armoire tous les bonnets de coton rangés par Pilégal. Elle ne rechignait plus, comme autrefois, à faire des tours dans le jardin, ce qu'il proposait était toujours consenti, bien qu'elle ne devinât pas les volontés auxquelles elle se soumettait sans un murmure, et lorsque Léon le voyait au coin du feu, après le dîner, les deux mains sur son ventre, les deux pieds sur les chenets, la joue rougie par la digestion, les yeux humides de bonheur, avec l'enfant qui se traînait sur le tapis, et cette femme à taille mince, qui par-dessus le dossier du fauteuil venait le baiser au front. Quelle folie! Se disait-il, et comment arriver jusqu'à elle? Elle lui parut donc si vertueuse et inaccessible, que toute espérance, même la plus vague, l'abandonna. Mais, par ce renoncement, il la plaçait en des conditions extraordinaires. Elle se dégagea, pour lui, des qualités charnelles dont il n'avait rien à obtenir, et elle alla, dans son cœur, montant toujours et s'en détachant, à la manière magnifique d'une apothéose qui s'envole. C'était un de ces sentiments purs, qui n'embarrassent pas l'exercice de la vie, que l'on cultive, parce qu'ils sont rares, et dont la perte affligerait plus que la possession n'est réjouissante. Emma maigrit, ses joues pâlirent, sa figure s'allongea. Avec ses bandeaux noirs, ses grands yeux, son nez droit, sa démarche d'oiseau, et toujours silencieuse maintenant, ne semblait-elle pas traverser l'existence en y touchant à peine, et porter au front la vague empreinte de quelque prédestination sublime? Elle était si triste et si calme, si douce à la fois et si réservée, que l'on se sentait près d'elle pris par un charme glacial, comme l'on frissonne dans les églises, sous le parfum des fleurs mêlées au froid des marbres. Les autres même n'échappaient point à cette séduction. Le pharmacien disait: c'est une femme de grands moyens, et qui ne serait pas déplacée dans une sous-préfecture. Les bourgeois admiraient son économie, les clients sa politesse, les pauvres sa charité.